Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au 22 rue Bayard à Paris. On vous accueille avec plaisir. Nous sommes dans le studio dans lequel vous enregistrez tous les matins, du lundi au vendredi à 7h50, l'interview politique de RTL, donc depuis 2003. Toutes celles et tous ceux qui font l'actualité donc répondent à vos questions derrière les micros rouges qui sont devant nous. Notre journal organise ce matin, à l'occasion de la semaine nationale de la presse à l'école, qui a lieu du 19 au 24 mars, un débat sur cette campagne présidentielle vue par des jeunes citoyens, donc de futurs électeurs. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose d'inverser les rôles. Donc, ce sont donc des collégiens, des apprentis et des lycéens de l'Académie Nancy-Metz qui vont vous interroger. Nous les avons sélectionnés, avons enregistré face caméra, donc sur cet écran, leurs questions. Il y en a une douzaine, je les ai cassées en deux catégories et on va commencer par une question de Jennifer. Bonjour, je suis Jennifer du collège Jean Rostand à Metz et je voudrais savoir si vos opinions politiques ont changé depuis que vous faites ce métier. Non. Depuis que je fais ce métier, j'ai essayé de trouver une certaine distance par rapport aux acteurs de la politique et aussi par rapport aux opinions. Je crois qu'un journaliste doit laisser vivre les débats. Ce sont les citoyens qui choisissent, qui tranchent. Qu'un journaliste est là pour noter éventuellement les contradictions, les changements d'opinion chez les responsables politiques eux-mêmes. Mais donner son opinion soi-même, ça ne doit pas être la priorité. Sauf peut-être dans certains cas, certains moments. Peut-être qu'à des moments, un journaliste peut s'autoriser le droit, mais alors il le décide tout seul, comme ça, de dire, de faire connaître une pensée personnelle. Mais il faut que ça soit quelque chose de maîtrisé, de penser dans une globalité. Et ce métier, c'est quand même l'apprentissage d'une certaine distance et d'un certain recul par rapport au débat. Et donc, si j'ai changé d'opinion, c'est plutôt dans le sens où j'ai réduit ce qui relève de ma citoyenneté dans ma vie, de manière assez significative, pour essayer de consacrer la plus grande part de mon intelligence ou de mon propos à l'observation. C'est pour cette raison que vous dites voter blanc? Oui, c'est une façon de ne pas choisir, jusque dans l'intimité de l'isoloir. Anaïs vous interroge maintenant sur la manière dont la politique évolue. Bonjour, je m'appelle Anaïs Satalbin et je suis en première économique et sociale au lycée Louis de Cormontagne de Metz. Ces dernières années, de nombreuses personnalités politiques ont choisi une nouvelle stratégie de communication, la pipolisation. Selon vous, peut-on vraiment allier séduction et bonne gouvernance politique? Alors oui, on peut allier séduction et bonne gouvernance politique, il n'y a pas de raison d'ailleurs. Est-ce que ce sont des pratiques récentes, ce que l'on appelle la pipolisation? Je ne crois pas. Je pense qu'on redécouvre chaque fois ce que beaucoup d'autres générations avant nous ont connu. Vous savez, les rois montraient leur famille, les princes aussi. Donc, et puis sans doute, on trouverait à diverses étapes de la République tel ou tel personnage qui, parce qu'il pensait que ça lui apportait quelque chose, pouvait montrer son conjoint. Donc je ne pense pas que ça soit quelque chose d'aujourd'hui, et je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose d'important. Je ne suis pas certain que ça modifie en profondeur les votes, et je suis à peu près certain que ça n'affecte pas le débat. Le débat est bon ou pas bon, le débat est médiocre ou n'est pas médiocre, pour d'autres raisons que celles qui tiennent à ce que vous évoquez sous le terme de pipolisation. Et encore une fois, il serait faux de penser que c'est une donnée contemporaine, c'est une donnée ancienne de la politique. Est-ce que la une de Paris Match cette semaine sur la campagne de François Hollande, elle-même journaliste dans cette hebdomadaire, vous choque? En soi, non. Je crois qu'il était naturel qu'à un moment, on présente l'environnement humain dans lequel se situe celui qui, peut-être, peut-être pas, deviendra le prochain président de la République. C'est assez naturel. Ça n'apporte rien en même temps. Je pense que ça ne modifie pas un vote, où que ce soit. Mais en même temps, si ça n'existait pas, ça paraîtrait anormal. Un homme, une femme, s'inscrit dans un univers familial, personnel, et qu'à un moment dans la campagne, on prenne le temps de raconter un peu de cet univers, c'est légitime au fond. S'il n'y avait que ça, ce serait un problème. Mais il faut bien convenir qu'on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas, et puis on ne cherche pas non plus. Il n'y a pas des révélations, il n'y a pas des enquêtes de vie privée, il n'y a pas tout ça. Il y a quelquefois des choses qui apparaissent qui sont plutôt bienvenues parce qu'elles ne sont pas du tout envahissantes. Donc,
Puis une fois que c'est fait, à mon avis, c'est assez vite oublié. Hein. C'est pas essentiel. Hein. Alors Damien, maintenant sur le manque d'intérêt de certains de nos concitoyens pour la politique. Bonjour, je m'appelle Damien Bellon du lycée Louis de Cormontagne à Metz. Pensez-vous que les Français s'intéressent réellement au débat politique aujourd'hui, au vu des taux d'abstention records des dernières élections? C'est toujours compliqué. D'abord, on comprend comment la politique déçoit, c'est évident. Mais la politique déçoit de tout temps. Là non plus, il n'y a pas grand-chose de neuf. Et en même temps, on voit qu'il y a un intérêt vif pour la politique. Il y a quand même beaucoup de monde qui peut se déplacer pour assister à des meetings. Certaines émissions de télé, de radio font des audiences très importantes. Certains sujets suscitent des discussions très importantes dans les entreprises, dans les familles. Donc l'intérêt existe aussi. L'intérêt va de pair avec la déception souvent. Et comme nous vivons en plus là une période historique d'une crise longue, durable, sans perspective, sans solution, évidemment la notion de déception est d'autant plus forte. Mais il faut vivre avec, il faut continuer à vivre avec l'idée et le sentiment que la politique sert à quelque chose, même si on ne le comprend pas spontanément, parce que sinon, c'est l'ordre démocratique lui-même qui risque un jour de sombrer. On ne peut pas démissionner totalement de l'espoir dans la politique, de l'espoir du fait que la politique puisse, à un moment ou à un autre, apporter des solutions aux problèmes qu'on connaît. Parce que si on démissionne de cet espoir-là, à un moment, on confie le pouvoir à quelqu'un qui a un rapport très éloigné et très malsain avec la démocratie. On le voit dans d'autres pays, et il ne faudrait pas qu'à l'usure, avec une crise qui dure, ce soit ce que nous risquions de connaître un jour. Est-ce que le fait de donner la parole aux auditeurs, comme vous l'avez fait ce matin d'ailleurs avec François Bayrou, est un moyen justement de toucher et d'intéresser le plus grand nombre? Oui, c'est un moyen de dire, c'est un message un peu subliminal, que la politique est un objet commun et que tout le monde peut en parler et que tout le monde a le droit, et peut-être pas le devoir, mais le droit vraiment très vif de s'y intéresser, oui, bien sûr. Alors Morgane, maintenant, est la question des sondages. Bonjour Monsieur Apathy, je suis Morgane Mertz, étudiante au CFA Asti à Metz. Avec le début des campagnes présidentielles, nous voyons de nombreux sondages à la télévision et à la radio. Est-ce que les résultats de ces sondages influencent véritablement les hommes politiques? Ah oui, ça je crois, oui. Alors je ne m'attendais pas à la question sous cet angle-là, mais oui, je crois que les hommes politiques sont des grands consommateurs de sondages, que souvent même avant de délivrer un message, ils peuvent avoir fait des sondages pour savoir si leur message sera populaire. Donc oui, ils étudient beaucoup l'opinion publique. Peut-être trop parfois, je ne sais pas. Quelquefois ils se laissent aller à leur intuition, mais enfin, souvent ils essaient de vérifier que leurs intuitions correspondent à des tendances et des courants de pensée dans l'opinion publique. Ensuite, il y a la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que les sondages fabriquent et construisent l'opinion publique? Peut-être un peu pour partie. Donc évidemment, il y a là une forme de piège. Mais il faut quand même noter, si on essaie d'être juste, que les sondages ne sont pas aussi maladroits et dans l'erreur qu'on le dit couramment. En 2007, à partir de janvier 2007, les sondeurs notent qu'une opinion publique est à peu près stable et déterminent assez tôt que Nicolas Sarkozy sera en tête du premier tour et vainqueur au deuxième tour. Et alors on peut dire que c'est les sondages qui ont fabriqué ça, après tout, mais quand on dépouille les urnes en 2007, on se rend compte que ce qui avait été sondé s'est vérifié. Et cette année, les sondages disent depuis de longs mois déjà que François Hollande sera le prochain président de la République et que les chances de réélection de Nicolas Sarkozy sont faibles. Bon, donc ils décrivent depuis plusieurs semaines une opinion publique stable. On verra s'ils auront eu tort ou raison. Juliette, maintenant, et l'indépendance des journalistes. Bonjour, je suis Juliette du Collège Jean Rostand. Subissez-vous des pressions de la part de l'entourage des politiques que vous recevez? Évidemment, si je réponds oui à ce genre de questions, ensuite j'aurai des difficultés à raconter ma vie professionnelle. Je dirais moi que le rapport entre les journalistes et les responsables politiques s'est sans doute professionnalisé depuis 15 ans, 20 ans. Les pressions sont difficiles à exercer, il y a beaucoup de médias qui existent. Donc si vous arrivez à faire pression sur un journaliste pour qu'il ne vous pose pas une question sur ce sujet, la question sera posée ailleurs. Si un média n'évoque pas tel sujet, ce sujet sera évoqué ailleurs. Et comme la situation de concurrence est rude, celui qui n'évoque pas un sujet est pris en faute et voit son image fissurée et donc la possibilité de garder la confiance de ceux qui le lisent ou qui l'écoutent diminuer. Donc
les pressions existent moins parce qu'elles deviennent de plus en plus difficiles. Par exemple, aujourd'hui, il y a un responsable politique qui parle très peu parce que c'est une forme de pression. Il ne veut pas répondre à un sujet. C'est Édouard Balladur qui ne veut pas parler de Karachi. Eh bien, Édouard Balladur n'est pratiquement plus invité nulle part. Alors, il n'est pas invité non plus parce qu'il a 80 ans et qu'il n'est pas dans l'actualité politique. Mais ceux qui voudraient l'inviter sont confrontés à une demande de sa part à laquelle personne ne peut accéder. Donc, du coup, il ne participe plus au débat politique. Et de ce fait, la qualité du travail pour un journaliste est quand même importante. Si des questions ne sont pas posées, le journaliste ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Pas aux pressions dont il est la victime, pas aujourd'hui. Alors du débat politique aux réseaux sociaux, c'est une question de Sonia. Bonjour, je m'appelle Sonia du collège Jean Rostand de Metz devant les Ponts. Observez-vous une évolution des moyens de communication des candidats depuis l'apparition des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter? Alors oui, je pense que Internet en général et les réseaux sociaux de manière large avaient jusqu'à présent assez peu modifié les données du débat politique. Plus de prises de parole et plus de commentaires par exemple sur Internet, mais ça ne modifiait pas en substance. Twitter, j'ai l'impression que c'est un peu différent. La réactivité, la forme de violence qu'induit l'hyper-réactivité de ce média peut parfois amener des acteurs à commettre des faux pas, peut-être à dire des choses qu'ils ne voudraient pas dire. Ça peut modifier de manière mineure sans doute, mais tout de même un petit peu à certains moments, certains débats. On voit là que la technique peut perturber un peu les acteurs. Mais sans doute moins qu'un fantasme collectif ne semble le dire. Je ne pense pas qu'Internet ait globalement quand même révolutionné, changé significativement les termes du débat démocratique. Mohamed maintenant et l'attitude hors caméra des politiques que vous croisez. Bonjour, je suis Mohamed du collège Jean Rostand à Metz. Est-ce que les hommes ou les femmes politiques ont la même attitude en dehors des médias? Non. Vous voyez, Mohamed lui-même parle devant la caméra comme il ne parle sans doute pas chez lui ou avec ses copains. Voilà. Il a un phrasé, un débit, et il réfléchit à ses mots qui ne sont pas ceux des scènes de la vie ordinaire. Et les responsables politiques, qui sont des femmes et des hommes comme les autres, c'est un peu la même chose. Quand le micro est allumé, ils réfléchissent beaucoup plus à ce qu'ils vont dire et aux mots qu'ils vont utiliser qu'ils ne réfléchissent en petit comité. Et même en petit comité, ils font quand même attention à ce qu'ils disent parce qu'ils savent que globalement, tout peut se retrouver sur la place publique. Si un ministre dit du mal d'un de ses copains, il y a très très peu de chances que ça reste secret longtemps. Dans des conversations qui sont des conversations off, il n'y a jamais de secret d'État qui sont évoqués, parce que s'il est évoqué, le secret d'État, il n'est plus un secret. Il deviendra plutôt une affaire d'État. Donc il y a une différence, bien sûr, de comportement qu'il ne faut pas là non plus fantasmer ou exagérer, et qui, si on y réfléchit bien, est assez naturelle. On ne peut pas parler publiquement comme on parle tous les jours. Alors quelle part prend justement le off dans votre pratique du journalisme? Le off, ce sont toujours des moments intéressants parce que vous pouvez comprendre la psychologie, peut-être même le non-dit de celui que vous avez en face de vous. C'est un moment où vous pouvez, même par vos questions, essayer de creuser des territoires que l'actualité ne vous permet pas forcément d'aborder. Vous pouvez, en écoutant quelqu'un, apprendre des choses. Donc ce sont des moments importants. L'idée qu'il faut dissiper, à mon avis, c'est que ce ne sont pas des moments de connivence, et ce ne sont pas des moments où on dit des choses que l'on cache au public. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste une part de l'activité professionnelle qui est intéressante, parce que, soit du fait que l'on ait un peu de temps, soit parce que l'ambiance est un peu conviviale, on peut apprendre des choses que l'on utilisera tout de suite, un peu plus tard. On construit, on fabrique une culture politique. Pour un journaliste, le off a ceci d'intéressant. Alors on va s'intéresser maintenant à votre position d'intervieweur-interviewé avec une question d'Aline. Bonjour, je m'appelle Tingaline et je suis en seconde professionnelle. Vous avez reçu le prix du meilleur intervieweur. Que ressentez-vous lorsque vous êtes dans l'autre rôle, celui de l'interviewé? Je ressens la difficulté parfois du travail que font ceux à qui je pose des questions, parce que
quand je suis interviewé, je suis comme eux, je fais attention à ce que je dis, je ne dis pas forcément tout ce que je pense, je choisis mes mots, je pèse mes phrases. Parfois je me dis, oh mince, ça j'aurais pas dû le dire, mais bon, je l'ai dit, alors si jamais quelqu'un m'embête après, ben voilà. C'est une position toujours inconfortable d'être interviewé. C'est plus facile de poser des questions que d'y répondre, bien sûr. Mais la démocratie, c'est que des gens acceptent de répondre à des questions, parce qu'il est légitime de se confronter à des questions. Les responsables politiques l'acceptent, c'est normal. Et puis un journaliste aussi doit l'accepter quand ça lui permet d'expliquer son travail, de mieux le faire comprendre, peut-être de dissiper des malentendus. Et tout ça doit être fait dans un seul objectif, c'est d'essayer de faire partager l'idée que chacun travaille à sa façon, avec ses propres sentiments et sa propre subjectivité, à une forme d'intérêt général ou de recherche d'intérêt général. Voilà. C'est le but que poursuit chacun de ceux qui peut avoir l'occasion heureuse de s'exprimer publiquement. Comment arrivez-vous à vos fins? C'est une question de Charlotte. Bonjour Monsieur Apathy, je m'appelle Charlotte Sarah, je suis apprentie au CFA Astier. Ma question est la suivante. Comment arrivez-vous à soutirer des informations dites sensibles aux politiciens qui se ferment face à des questions délicates? Mais il est évident que s'ils se ferment et s'ils ne veulent pas répondre, ce qui est fréquent quand il y a une actualité qui est éruptive, souvent des interlocuteurs ne disent rien ou en disent très peu. Et ils ont le droit. Un journaliste n'a pas la possibilité de moyens illégaux. Certains, hélas, le font d'ailleurs. Ils peuvent utiliser des moyens qui s'apparentent plus à de l'espionnage qu'à du journalisme pour faire leur travail. Mais je pense que c'est profondément illégitime. Il n'y a pas de procédé qui relèverait d'une forme de torture psychologique qui légitime l'obtention d'informations. La seule chose que vous pouvez faire, c'est poser une question, la reposer, la re-reposer, la reformuler si c'est nécessaire, si ça paraît important, pour bien faire comprendre à celui que vous interrogez, à ceux qui vous écoutent, que ce qui se joue a une importance et que ne pas répondre à la question n'est peut-être pas le meilleur service à rendre au débat démocratique. Mais à un moment, vous devez faire le constat de l'impossibilité si celui qui est interrogé ne veut pas répondre. Et vous n'avez pas tous les droits quand vous êtes un journaliste. Ça, je ne le crois vraiment pas. Un journaliste ne fait pas le travail de la justice. Et si des questions délicates restent sans réponse, l'une des formes du professionnalisme, c'est de gérer la frustration que peut provoquer la situation de non-réponse. Qui sont les politiques les plus difficiles à interroger, selon vous? Tous le sont, parce que à certains moments, il est difficile de répondre, ou il y a des situations... J'ai pas de souvenir d'idée précise là de quelqu'un qui soit spécifiquement difficile. En fait, je n'ai qu'une personne que je trouve impossible à interviewer, parce que trop langue de bois, refusant les évidences qui pourraient être sous la pluie et soutenir qu'il fait beau, c'est Michel Alliot-Marie. C'est la seule qui m'est toujours apparue de ce point de vue. Je regrette parce que, par ailleurs, c'est sans doute, c'est évidemment d'ailleurs une personne qui a essayé de donner le meilleur d'elle-même pour le service de l'intérêt général et de ce à quoi elle croyait, mais alors en situation d'interview d'une artificialité absolue. Et c'est la seule au fond que j'ai ressentie comme ça. Et peut-être aussi un peu en son temps Jean-Louis Debré, mais qui compensait tout ça par un humour et une faconde qui permettaient de faire digérer la pilule. Mais bon, c'est quand même deux cas assez caricaturaux. Les autres, bon an, mal an, ils répondent quand même. Alors, un peu ce qu'ils veulent, ils ont bien le droit, mais ils répondent quand même. Merci Jean-Michel Apathy. Merci à vous de m'avoir posé toutes ces questions, et si j'y ai mal répondu, ben, vous aurez le droit de dire que j'y ai mal répondu.